Bonsoir et bienvenue à tous les voyageurs qui nous retrouvent sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire sur D8. Alors bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Cette émission existe grâce à vous et on voudrait vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Voilà, donc je vais poursuivre la lecture des Travailleurs de la mer, un roman écrit par Victor Hugo lorsqu'il s'est exilé sur l'île de Guernsey. Mais si, vous voyez ces deux petites îles entre l'Angleterre et la Normandie, Jersey et Guernesey. Et bien voilà, lui, il est allé à Guernesey et il a tellement aimé, il en est tombé amoureux qu'il s'est dit, eh bien, je vais écrire un roman parce que pour Victor, c'était facile. Et du coup, il nous a fait une espèce c'est carrément un Dico Larousse où il passe tout au crible. Il passe vraiment, c'est un véritable scanner de l'île. Et pour l'instant, on en est encore juste à la description de l'île. C'est vraiment très très complet. Il nous parle des particularités locales, il nous parle de la civilisation, des légendes, de la faune, de la flore, du climat et de ses habitants et de leurs habitudes. Et au moment de notre lecture, nous sommes en train de parler de la description des pêcheurs, de ces mangeurs de poissons et du travail qui tourne autour de la mer. Voilà, je vais juste faire une toute petite parenthèse pour vous rappeler que vous pouvez vivre l'émission avec nous et réagir en direct grâce au hashtag VBN qui s'affiche juste ici. Voilà. Ah, j'y arrive jamais. Je ne sais pas comment font les présentateurs météo parfois. Ici, juste en bas de votre écran, VBN pour Voyage au bout de la nuit. Et vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux. Et oui, l'émission a une page Facebook officielle. C'est pas génial ça? Bon, alors sur ces commentaires, je m'arrête et je poursuis la lecture. Donc le chapitre 21, nous sommes encore dans la très jolie description de l'île de Guernesey. C'est un roman qui est sorti en 1866, voilà, pour la petite info. C'est parti, très bon voyage à vous. Les pêcheurs, mangeurs de poissons, ont beaucoup d'enfants. Cette loi ne se dément pas dans l'archipel normand. On compte jusqu'à 7 ou 8 marmots par chaumière. Ceci engendre des problèmes singuliers. Oh, vrai cas de conscience. Il est le premier devoir d'un pilote ? Il est pilote, il se doit au navigateur en détresse. Ah oui, mais il est père, et il se doit à ses enfants, en détresse aussi. Risquer sa vie, ce n'est rien quand on est seul. Mais la question change lorsque son unité en contient plusieurs. Dans les ouragans nocturnes, lorsqu'un navire est au large en perdition, quand il y a chance, si l'on va à son aide de n'en pas revenir, le pilote se trouve entre deux naufrages. Naufrage des marins en danger, qui sans lui périront, et naufrage de ses enfants, qui sans lui mourront. Dilemme effrayant. Il faut songer à sa famille. De là, ceci. L'héroïsme se vend. On n'est pas gratis ange sauveur, on fait son prix. Souvent, bizarre âpreté de l'homme, le prix se débat en mer, sous la nuée, sous l'éclair, devant l'écueil. On discute le sauvetage. L'un vend de la vie, l'autre en achète. C'est à prendre ou à laisser. Le bienfait n'entend pas se donner. L'homme qui se noie trouve qu'on lui demande trop cher. On se querelle pour quelques liards. Sur le seuil de cette formidable bonne action. Il est certain qu'une nuit, au milieu d'une tempête, quelqu'un qui était en haut d'un rocher, sous la pluie et la rafale, a entendu au-dessous de lui, dans la profonde mer furieuse, ce dialogue, coupé par les sinistres interruptions du vent. On distinguait dans les ténèbres deux silhouettes noires, deux confuses formes de navires bondissant l'une après l'autre dans les blancheurs de l'écume, et se parlant. « D'où venez-vous ? Prenez garde, n'approchez pas. Mon mât de misaine va tomber sur vous. Mais d'où venez-vous ? Je ne sais pas. Où allez-vous ? Je ne sais pas. Voulez-vous que je vous sauve ? Prenez garde, je n'ai plus qu'un mât, il va tomber sur vous. Mais voulez-vous que je vous sauve ? Combien êtes-vous dans cette barque ? 3 hommes. Et si mon mât tombait sur votre barque, vous seriez noyés. Allez-vous-en. Mais si je m'en vais, vous êtes perdus. À la garde de Dieu. Voulez-vous que je vous mène à Guernesey ? Je suis pilote. Où est Guernesey ? Là. Vous vous trompez, c'est Jersey. Je me trompe pas, c'est Guernesey. À la garde de Dieu. Comment vous appelez-vous ? La Galante. D'où ? De Portrieux. Votre destination, Terre-Neuve. Qu'est-ce que vous portez ? 19 hommes, plus mon chargement. Voulez-vous que je vous sauve ? Qui êtes-vous ? Pilote numéro 6. Votre nom ? L'étivier. D'où ? De Saint-Pierre-du-Bois.
À la garde de Dieu. Voulez-vous que je vous sauve? Pour combien? Pour 50 livres sterling. Voulez-vous 25 livres? Non. Non, 50. Non, 25. Je m'en vais. Allez-vous-en. Vous faites la côte? Voilà les cailloux. Entendez-vous le tocsin là-bas? Dans un quart d'heure, vous êtes mort. Voulez-vous pour 40 livres? Non, pour 45. Va pour 45. Le laitivier sauva la galante. Tels sont ces marchandages terribles. Chapitre 22. Homo et Dax. Dans un temps donné, la configuration d'une île change. Une île est une construction de l'océan. La matière est éternelle, non l'aspect. Tout sur la terre est perpétuellement pétri par la mort, même les monuments extra-humains, même le granit. Tout se déforme, même l'informe. Les édifices de la mer s'écroulent comme les autres. La mer qui les a élevés les renverse. En 1500 ans, seulement entre l'embouchure de l'Elbe et l'embouchure du Rhin, 7 îles sur 23 ont sombré. Cherchez-les au fond de la mer. C'est au XIIIe siècle que la mer a fait de Zuiderzee. C'est au XVe qu'elle a créé la baie de Biesbosch en supprimant 22 villages. C'est au XVIe qu'elle a improvisé le golfe de Dollard en engloutissant Torum. Il y a 100 ans, devant le bourg d'eau, aujourd'hui coupé à pic sur la falaise normande, on voyait encore sous les vagues le clocher de l'ancien bourg d'eau submergé. À Écréhou, on distingue, dit-on parfois, à marée basse, les arbres, aujourd'hui sous-marins de la forêt druidique, noyés au 8e siècle. Jadis, Guernesey adhérait à Hermes, Hermes à Sercq, Sercq à Jersey et Jersey à la France. Entre la France et Jersey, un enfant enjambait le détroit. On y jetait un fagot, quand l'évêque de Coutances passait pour que l'évêque ne se mouillât point les pieds. La mer édifie et démolit, et l'homme aide la mer non à bâtir mais à détruire. De toutes les dents du temps, celle qui travaille le plus, c'est la pioche de l'homme. L'homme est un rongeur. Tout sous lui se modifie et s'altère, soit pour le mieux, soit pour le pire. Ici, il défigure, là, il transfigure. La brèche de Roland n'est pas si fabuleuse qu'elle en a l'air. L'entaille de l'homme est sur la nature. La balafre du travail humain est visible sur l'œuvre divine. Il semble que l'homme soit chargé d'une certaine quantité d'achèvement. Il approprie la création à l'humanité. Telle est sa fonction. Il en a l'audace, on pourrait presque dire l'impiété. La collaboration est parfois offensante. L'homme, ce vivant à brève échéance, ce perpétuel mourant, entreprend l'infini. À tous les flux et reflux de la nature, à l'élément qui veut communiquer avec l'élément, au phénomène ambiant, à la vaste navigation des forces dans les profondeurs, l'homme signifie son blocus. Il dit lui aussi son « tu n'iras pas plus loin ». Il a sa convenance et il faut que l'univers accepte. N'a-t-il pas d'ailleurs un univers à lui? Il entend faire ce que bon lui semble. Un univers est une matière première. Le monde, œuvre de Dieu, est le canevas de l'homme. Tout borne l'homme, mais rien ne l'arrête. Il réplique à la limite par l'enjambée. L'impossible est une frontière toujours reculante. Une formation géologique qui, à sa base, la boue du déluge et à son sommet la neige éternelle, est pour l'homme un mur comme un autre. Il la perce et passe outre. Il coupe un isthme, force un volcan, menuise une falaise, évide un gisement, mais un promontoire en petits morceaux. Jadis, il se donnait toute cette peine pour Xerxès. Aujourd'hui, moins bête, il se la donne pour lui-même. Cette diminution de bêtise s'appelle le progrès. L'homme travaille de sa maison, et sa maison, c'est la terre. Il dérange, déplace, supprime, abat, rase, mine, sape, creuse, fouille, casse, pulvérise, efface cela, abolit ceci, et reconstruit avec de la destruction, et rien ne le laisse hésiter. Nulle masse, nul bloc, nul encombrement, nulle autorité de la matière splendide, nulle majesté de la nature. Si les énormités de la création sont à sa portée, il les bat en brèche. Ce côté de Dieu qui peut être ruiné le tente, et il monte à l'assaut de l'immensité, le marteau à la main. L'avenir verra peut-être mettre en démolition les Alpes. Globe, laisse faire ta fourmi. L'enfant, brisant son jouet, a l'air d'en chercher l'âme. L'homme aussi semble chercher l'âme de la terre. Pourtant, ne nous exagérons pas notre puissance. Quoi que l'homme fasse, les grandes lignes de la création persistent. La masse suprême ne dépend point de l'homme.
Il peut sur le détail, non sur l'ensemble. Et il est bon que cela soit ainsi. Le tout est providentiel. Les lois passent au-dessus de nous. Ce que nous faisons ne va pas au-delà de la surface. L'homme habille ou déshabille la terre. Un déboisement est un vêtement qu'on ôte. Mais ralentir la rotation du globe sur son axe, accélérer la course du globe dans son orbite, ajouter ou retrancher une toise à l'étape de 718 000 lieues par jour que fait la Terre autour du Soleil, modifier la précession des équinoxes, supprimer une goutte de pluie, jamais. Ce qui reste en haut, reste en haut. L'homme peut changer le climat, non la saison. Faites donc rouler la lune ailleurs dans l'écliptique. Des rêveurs, quelques-uns illustres, ont rêvé la restitution du printemps perpétuel sur la Terre. Les saisons extrêmes, été et hiver, sont produites par l'excès d'inclination de l'axe de la Terre sur le plan de cette écliptique dont nous venons de parler. Pour supprimer ces saisons, il suffirait de redresser cet axe, rien de plus simple. Plantez dans le pôle un pieu allant jusqu'au centre du globe, attachez-y une chaîne, trouvez hors de la Terre un champ de tirage, ayez 10 milliards d'attelages de 10 milliards de chevaux chacun, faites tirer, l'axe se redressera, et vous aurez votre printemps. On ne voit pas grand-chose à faire. Cherchons ailleurs l'Éden. Le printemps est bon, la liberté et la justice valent mieux. L'Éden est moral et non matériel. Être libre et juste, cela dépend de nous. La sérénité est intérieure, c'est au-delà de nous qu'est notre printemps perpétuel. Puissance des casseurs de pierre, chapitre 23. Guernesey est une trinacrie. La reine des trinacries, c'est la Sicile. La Sicile appartient à Neptune et chacun de ses 3 angles était dédié à l'une des pointes du trident. Les 3 caps portaient 3 temples, l'un à Dextra, l'autre à Dubia, l'autre à Sinistra. Dextra était la pointe des fleuves, Sinistra la pointe des mers, Dubia la pointe des pluies. Quoi qu'en ait dit le pharaon Psamoutis, menaçant Traciré, roi d'Agrigente, de faire la Sicile ronde comme un disque, les trinacries échappent au remaniement de l'homme et garderont leurs 3 promontoires jusqu'à ce que le déluge qui les a fait vienne les défaire. La Sicile aura toujours son cap Pélor vers l'Italie, son cap Pachynum vers la Grèce et son cap Lilybé vers l'Afrique. Et Guernesey aura toujours sa pointe de Lancresse au nord, sa pointe de Plémont au sud-ouest et sa pointe de Gerbourg au sud-est. À cela près, l'île de Guernesey est en pleine démolition. Ce granit est bon, qui en veut? Toute la falaise est mise en adjudication. Les habitants vendent l'île en détail. Le curieux rocher, la roque au diable, a été dernièrement brocanté pour quelques livres sterling. La vaste carrière de la ville Baudu épuisée. On passera à une autre. Toute l'Angleterre demande de cette pierre. Rien que pour la digue construite sur la Tamise, il en faudra 200 000 tonnes. Les personnes loyales qui tiennent à la solidité des statues royales ont fort regretté que le piédestal du bronze Albert, qui est en granit de Chiriring, n'ait pas été fait en bonne roche de Guernesey. Quoi qu'il en soit, les côtes de Guernesey tombent sous la pioche. En 4 ans à Saint-Pierre-Port, sous les fenêtres des habitants de la Fallue, une montagne a disparu. Et cela se fait en Amérique comme en Europe. À l'heure qu'il est, Valparaiso est en train de vendre à l'enchère aux équarrisseurs les collines magnifiques et vénérables qu'il avait fait surmonter, vallée paradis. Les anciens guernesiers ne reconnaissaient plus leur île. Ils seraient tentés de dire « On m'a changé mon lieu natal ». Wellington le disait de Waterloo, qui était son lieu natal à lui. Ajoutez cela que Guernesey, qui jadis parlait français, parle aujourd'hui anglais. Autre démolition. Jusque vers 1805, Guernesey a été coupée en 2 îles. Un fleuve de mer l'a traversée de part en part, du mont Crével de l'est au mont Crével de l'ouest. Ce bras de mer débouchait à l'occident vis-à-vis les Fruquiers et les 2 sauts roquiers. Il y avait des baies entrant assez avant dans les terres, une allait jusqu'à Salterns. On nommait ce bras de mer la Breille du Val. Saint-Sampson, au siècle dernier, était un amarquage de barques des 2 côtés d'une rue de l'océan. Rue étroite et sinueuse. De même que les Hollandais ont desséché le lac de Haarlem, dont ils ont fait une plaine assez laide, les Guernesiais ont comblé la Breille du Val, à cette heure prairie. De la rue, ils ont fait un cul-de-sac. Ce cul-de-sac est le port de Saint-Sampson. Chapitre 24.
Bonté du peuple de l'archipel. Qui a vu l'archipel normand l'aime, qui l'a habité l'estime. C'est là un noble petit peuple, grand par l'âme. Il a l'âme de la mer. Ces hommes des îles de la Manche sont une race à part. Ils gardent sur la grande terre on ne sait quelle suprématie. Ils le prennent de haut avec les Anglais, disposés parfois à dédaigner ces 3 ou 4 pots de fleurs dans cette pièce d'eau. Jersey et Guernesey répliquent. Nous sommes les Normands, et c'est nous qui avons conquis l'Angleterre. On peut sourire, on peut admirer aussi. Un jour viendra où Paris mettra ses îles à la mode et fera leur fortune. Elles le méritent. Une prospérité sans cesse croissante les attend le jour où elles seront connues. Elles ont ce singulier attrait de combiner un climat fait pour l'oisiveté et une population faite pour le travail. Cet églogue est un chantier. L'archipel normand a moins de soleil que les Cyclades, mais plus de verdure. Autant de verdure que les Orcades, et plus de soleil. Il n'a pas le temple d'Astifalais, mais il a les cromlechs. Il n'a pas la grotte de Fingal, mais il a Sercq. Le moulin hué vaut le Tréport. La grève d'Azette vaut Trouville. Plémont vaut Étretat. Le pays est beau, le peuple est bon, l'histoire est fière. Le côté sauvage est majestueux. L'archipel a un apôtre, Hélier un poète, Robert Weiss, un héros, Pierson. Plusieurs des meilleurs généraux et des meilleurs amiraux de l'Angleterre sont nés dans l'archipel. Ces pauvres pêcheurs sont dans l'occasion magnifique, sans les souscriptions pour les inondés de Lyon et les affamés de Manchester. Jersey et Guernesey ont plus donné, proportion gardée, que la France et l'Angleterre. Ces peuples ont gardé de leur vieille vie de contrebandiers un goût hautain pour le risque et le danger. Ils vont partout. Ils essaiment. L'archipel normand colonise aujourd'hui, comme jadis, l'archipel grec. C'est là une gloire. Il y a des Jersiais et des Guernesiais, en Australie, en Californie, à Ceylan. L'Amérique du Nord a son Jersey et son New Guernesey, qui est dans l'Ohio. Ces anglo-normands, quoique un peu ankylosés par les sectes, ont une incorruptible aptitude au progrès. Toutes les superstitions, soit, mais toute la raison aussi. Est-ce que la France n'a pas été brigande? Est-ce que l'Angleterre n'a pas été anthropophage? Soyons modestes et pensons à nos ancêtres tatoués. Ont prospéré le banditisme, le commerce règne. Transformation superbe, œuvre des siècles. Sans doute, mais des hommes aussi. Ce magnanime exemple, c'est ce microscopique archipel qu'il donne. Ces petites espèces de petites nations-là font la preuve de la civilisation. Aimons-les et vénérons-les. Ces microcosmes reflètent en petit, dans toutes ses phases, la grande formation humaine. Jersey, Guernesey, Aurigny. Anciens repères, ateliers à présent. Anciens écueils, ports maintenant. Pour l'observateur de cette série d'avatars qu'on appelle l'histoire, pas de spectacle plus émouvant que de voir lentement et par degrés monter et surgir au soleil de la civilisation ce peuple nocturne de la mer. L'homme des ténèbres se retourne et fait face à l'aurore. Rien n'est plus grand, rien n'est plus pathétique. Jadis forban, aujourd'hui ouvrier, jadis sauvage, aujourd'hui citoyen, jadis loup, aujourd'hui homme. A-t-il moins d'audace qu'autrefois? Non. Seulement, cette audace va à la lumière. Quelle splendide différence entre la navigation actuelle, côtière, riveraine, marchande, honnête, fraternelle, et le vieux Dromont informe ayant pour devise Homo homini monstrum. Le barrage s'est fait pont, l'obstacle est devenu aide. Ce pays est resté le pays de l'aventure, en devenant le pays de la probité. Plus le point de départ a été infime, plus on est attendri de l'ascension. En présence de toutes ces voiles charmantes et sereines, triomphalement guidées à travers ces dédales de flots et d'écueils par le phare, lenticulaire et la lighthouse électrique, on songe avec le bien-être de conscience, inhérent au progrès constaté, à ces vieux marins furtifs et farouches, naviguant jadis en des chaloupes sans boussole, sur des vagues noires, lividement éclairées de loin en loin, de promontoire en promontoire par ces antiques brasiers à frissons de flammes que tourmentaient dans des cages de fer les immenses vents des profondeurs. Et nous venons de terminer en fait ce qu'on va appeler l'énorme introduction qui s'appelait l'archipel de la Manche et c'est toute la description
de Guernesey par Victor Hugo. Comme je vous disais, c'est vraiment la description des paysages, des risques de la mer, de la population, des croyances, des coutumes, toute la construction, tout l'historique, toutes les légendes qui ont fait de Guernesey ce qu'elle était à cette époque. Et maintenant, on va rentrer vraiment à proprement parler dans l'intrigue du roman qui s'intitule donc Les travailleurs de la mer. Et là, tout ce qu'on vient de lire, donc ça fait déjà 3 émissions, ça s'intitulait L'archipel de la Manche. Voilà. Je commence tout de suite la lecture des travailleurs de la mer. Et c'était très important de lire l'archipel de la Manche pour pouvoir comprendre où se situe l'intrigue et pourquoi Victor Hugo a été inspiré par cette île. Je rappelle qu'il a dédié ce livre, il a d'ailleurs une petite citation ici de Victor Hugo que je vais vous lire pour vous montrer son attachement à l'île. « Je dédie ce livre aux rochers d'hospitalité et de liberté, à ce coin de vieille terre normande où vit le noble petit peuple de la mer, à l'île de Guernesey, sévère et douce, mon asile actuel, mon tombeau probable. » Première partie, Sieur Clubin. Livre premier, de quoi se compose une mauvaise réputation. Chapitre 1, un mot écrit sur une page blanche. La Christmas de 182 fut remarquable à Guernesey. Il neigea ce jour-là. Dans les îles de la Manche, un hiver où il gèle à la glace est mémorable. Et la neige fait événement. Le matin de cette Christmas, la route qui longe la mer de Saint-Pierre-Port, ovale, était toute blanche. Il avait neigé depuis minuit jusqu'à l'aube. Vers 9 heures, peu après le lever du soleil, comme ce n'était pas encore le moment pour les anglicans d'aller à l'église de Saint-Sampson et pour les Wesleysiens d'aller à la chapelle d'Eldad, le chemin était à peu près désert. Dans tout le tronçon de route qui sépare la première tour de la seconde tour, il n'y avait que 3 passants, un enfant, un homme et une femme. Ces 3 passants, marchant à distance les uns des autres, n'avaient visiblement aucun lien entre eux. L'enfant, d'une 8aine d'années, s'était arrêté et regardait la neige avec curiosité. L'homme venait derrière la femme, à une centaine de pas d'intervalle. Il allait comme elle du côté de Saint-Sampson. L'homme, jeune encore, semblait quelque chose comme un ouvrier ou un matelot. Il avait ses habits de tous les jours, une vareuse de gros drap brun et un pantalon à jambières goudronnées. Ce qui paraissait indiquer qu'en dépit de la fête, il n'irait à aucune chapelle. Ses épais souliers de cuir brut, aux semelles garnies de gros clous, laissaient sur la neige une empreinte plus ressemblante à une sculpture de prison qu'à un pied d'homme. La passante, elle, avait évidemment déjà sa toilette d'église. Elle portait une large mante ouatée de soie noire à faille, sous laquelle elle était fort coquettement ajustée d'une robe de popeline d'Irlande à bandes alternées, blanches et roses, et si elle n'eut des bas rouges, on eût pu la prendre pour une Parisienne. Elle allait devant elle avec une vivacité libre et légère, et à cette marche qui n'a encore rien porté de la vie, on devinait une jeune fille. Elle avait cette grâce fugitive de l'allure qui marque la plus délicate des transitions, l'adolescence. Femme dans la faim d'un enfant. L'homme ne la remarquait pas. Tout à coup, près d'un bouquet de chênes verts qui est à l'angle d'un courtil, au lieu-dit des basses maisons, elle se retourna et ce mouvement fit que l'homme la regarda. Elle s'arrêta, parut le considérer un moment, puis se baissa, et l'homme crut voir qu'elle écrivait avec ses doigts quelque chose sur la neige. Elle se redressa, se remit en marche, doubla le pas, se retourna encore, cette fois en riant, et disparut à gauche du chemin, dans le sentier bordé de haies qui mène au château de Lierre. L'homme, quand elle se retourna pour la seconde fois, reconnut Déruchette, une ravissante fille du pays. Il n'éprouva aucun besoin de se hâter, et quelques instants après, il se trouva près du bouquet de chênes à l'angle de Courtil. Il ne songeait déjà plus à la passante disparue, et il est probable que si, en cette minute-là, quelque marsouin eût sauté dans la mer ou quelque rouge-gorge dans les buissons, cet homme eût passé son chemin, l'œil fixé sur le rouge-gorge ou le marsouin. Le hasard fit qu'il avait les paupières baissées. Son regard tomba machinalement sur l'endroit où la jeune fille s'était arrêtée. 2 petits pieds s'y étaient imprimés et à côté, il lut ce mot tracé par elle dans la neige. Gilliatt. Ce mot était son nom. Il s'appelait Gilliatt.
Il resta longtemps immobile, regardant ce nom, ses petits pieds, cette neige, et puis continua sa route, pensif. Chapitre 2. Le but de la rue. Gilliatt habitait la paroisse de Saint-Sampson. Il n'y était pas aimé. Il y avait des raisons pour cela. D'abord, il avait pour logis une maison visionnée. Il arrive quelquefois à Jersey ou à Guernsey qu'à la campagne, à la ville même. Passant dans quelques coins déserts ou dans une rue pleine d'habitants, vous rencontrez une maison dont l'entrée est barricadée. Le houx obstrue la porte, on ne sait quel hideux emplâtre de planches clouées bouche les fenêtres du rez-de-chaussée. Les fenêtres des étages supérieurs sont à la fois fermées et ouvertes. Tous les châssis sont verrouillés, mais tous les carreaux sont cassés. S'il y a un bail, une cour, l'herbe y pousse. Le parapet d'enceinte s'écroule. S'il y a un jardin, il est torti, ronce et cigu. Ouh, mais je vais m'arrêter là parce que je vois que le chronomètre est déjà à moins 1 minute, ce qui veut dire que j'ai dépassé d'1 minute le temps où je devais déjà vous dire au revoir. Et j'avais complètement oublié, mais j'étais emballée par ce récit. Donc je m'arrête tout de suite et on se retrouve très vite pour une prochaine lecture dans Voyage au bout de la nuit. Allez, salut!